Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Je pense que la majorité, en tout cas, je les ai faites. Et ce jour-là, il m'a dit, vas-y, je te laisse pas rentrer chez toi. Là, tu filmes une vidéo tout de suite. 6 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, hey gros, j'ai gagné 100 000 euros, je suis parti en Estonie. Ça peut aussi être une aide pour l'écriture de la vidéo, évidemment. Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont 1000 vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Salut Marc, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Media Game. Salut à toi et bonjour à ta communauté, aux gens qui vont nous écouter. Merci pour l'invitation, hein. Et je sais pas quoi dire. Je suis sûre que tu auras plein de choses à nous apprendre. Ouais. L'épisode va être très 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 cool, je pense. Ouais. Du coup, pour commencer, Marc, est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je m'appelle Marc, plus connu sous le nom de Mental Boost sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis un créateur de contenu. Je fais du contenu sur le développement personnel et la spiritualité. Enfin, à la base, c'est ce que je fais, mais je commence à m'intéresser à d'autres sujets qui sont un peu plus axés business, création de contenu. Parce que moi, j'ai une façon de voir la création de contenu et le personal branding peut-être un peu particulière. On pourra en parler. Euh, ouais, j'ai à peu près 1,6 million d'abonnés, tous mes réseaux confondus. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu as une sacrée communauté. Déjà, pour rebondir par rapport à ça, toi d'ailleurs, c'est quoi une communauté pour toi ? Qu'est-ce que c'est une communauté? Sur les Ouais. réseaux, tu veux dire? Ouais, sur les réseaux ou pas d'ailleurs, mais qu'est-ce que le mot communauté signifie pour toi ? Je pense qu'il y a deux. Je pense qu'il y a deux étages. Il y a un premier étage où en fait, dans ta communauté sur les réseaux, je parle, Mhm. c'est juste des gens qui regardent tes vidéos comme ça de temps en temps, histoire d'eux, parce que bon, ça les intéresse, le sujet les intéresse ou voilà. Et t'as Des une autre partie, consommateurs de contenu. c'est ça. Et t'as une autre partie qui sont vraiment là pour toi, qui t'aiment vraiment, qui t'apprécient vraiment, pas juste pour les informations que tu donnes, mais aussi pour la personne que t'es. Et pour moi, la communauté, ce que je considère comme ma communauté, c'est plutôt ces gens-là. Du coup, il y a une différence. Pour moi, c'est un peu la différence aussi entre audience et communauté. Hum. Tu vois. Mais ouais, je suis très alignée avec ça. Du coup, si on pouvait revenir un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Parce que avant d'être Marc Mental Boost suivi par des milliers et des milliers d'abonnés, tu as eu un parcours qui est assez intéressant aussi. Donc, je te laisse Mhm. nous en dire plus là-dessus, que tu nous expliques comment est-ce que tu t'es mis à créer du contenu, en fait. Ok, ok. Alors, ça a commencé, bon, je commence par vraiment le tout début. Ouais. Ça a commencé par un truc qui m'est arrivé. C'est un trouble psychologique qui s'appelle la dépersonnalisation. J'en ai fait Ouais. une vidéo sur YouTube d'ailleurs. Yes, j'ai vu. Et en fait, ce que ça fait, c'est que en gros, ta perception de la réalité change complètement. Et en fait, moi, je faisais des crises de panique tout le temps. C'était la grosse merde, quoi. Et c'est arrivé. C'était comme un burn-out. C'est arrivé au travail. C'est arrivé parce que je pense que je supportais plus l'idée de travailler dans des boulots que je déteste, quoi. Il n'y Parce que avait pas tu que faisais ça, quoi comme évidemment. boulot à ce moment-là? À ce moment-là, je travaillais dans une boutique de vente de téléphones. Donc, j'étais Rien en à voir. alternance. Ouais, rien à voir. Ok. J'étais en alternance, je faisais mes études en BTS Management des unités commerciales. Et ouais, donc c'est ce que je faisais. Bon, après, finalement, j'ai fini dans la banque, qui ne m'a pas plu, d'autres trucs qui ne m'a pas plu non plus. Ok. Donc ouais, il m'est arrivé ça, la dépersonnalisation. Et c'est là que j'ai commencé moi-même à m'intéresser au développement personnel et à toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, avant de pousser sur ce sujet-là, comment est-ce que tu as déterminé que c'était ce syndrome? Parce que j'imagine que c'est pas quelque chose de très connu, C'est j'imagine. pas très connu. Ouais. Et en fait, si tu veux, il y a des indicateurs du genre, tu te reconnais plus dans le miroir. Mais genre, littéralement. En fait, tu te regardes dans le miroir, mais tu as l'impression que c'est pas toi. Et pareil, tu regardes les gens de ta famille ou quoi, et tu as l'impression que c'est pas eux. Et tu sais que c'est eux, tu vois, mais tu t'arrives pas, ton cerveau capte pas que c'est eux. C'est très étrange. C'est très bien. Genre, t'as Ouais. l'impression d'être dans un jeu? Euh,
Ouais, mais on va dire que c'est plus, c'est négatif, quoi. Ok. C'est hyper angoissant. Parce que ça fait trop bizarre, en fait, de savoir que c'est des gens que tu connais, mais que tu as l'impression que c'est pas eux, quoi. Hmm. Donc, ouais, ça déclenche des crises d'angoisse, des crises de panique et tout. Et donc, j'ai eu ça pendant à peu près 1 an et demi. Et j'ai réussi à m'en sortir grâce à toutes les choses que j'ai apprises, développement personnel, spiritualité, etc. Philosophie aussi. Et suite à ça, j'ai commencé à me dire, euh, ok, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'être banquier. À ce moment-là, j'étais banquier. J'ai pas, enfin banquier, j'étais conseiller quoi. Hmm. Et j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule. Je savais dans ma tête qu'à la base, j'avais fait ça juste pour plaire à ma famille, pour qu'ils se disent, ouais, il a réussi sa vie, tu vois. Oui. Parce que dans ma tête, à cette époque, réussir sa vie, ça voulait dire avoir un costard et une cravate et marcher fièrement dans la rue, regarder comme j'ai un bon job. À la défense. Voilà, c'est ça. En plus, j'étais à la Défense. Ah bah tiens, tu vois. Et donc, ouais, donc j'ai laissé tomber un jour, j'ai pété un plomb et je me suis dit, j'arrête, j'arrête tout. Et je me suis mis au chômage. Je me suis mis au chômage pendant 2 ans. Parce que bah, du coup, vu que j'avais pas mal travaillé avant, j'avais droit à 2 ans de chômage. Ok. Et à ce moment-là, je me suis dit, là, mon but, c'est de percer sur les réseaux. Je vais utiliser mes connaissances, je vais utiliser tout ce que j'ai appris sur le développement personnel et la spiritualité et tous ces sujets-là. Mhm. Et je vais utiliser ça pour faire des vidéos. Et mon but maintenant, c'est de vivre de ça. Et du coup, je me suis laissé 2 ans. Et j'ai finalement réussi à en vivre à peu près 2 mois, 2, 3 mois avant la fin de mon chômage. Avant la fin de ton chômage. Ouais, Merci au chômage, du coup. ouais, ouais, franchement, Ah, ça sert pas à rien. je trouve ça quand même assez fou et je pense que c'est un très bon point, tu vois, de se dire que tu te lances et après, bon, c'est vrai que tu as eu la chance d'avoir ton chômage, ce qui t'a Ouais. permis de te focaliser dessus pendant 2 ans, parce que si Mm. tu n'avais pas eu le chômage, tu aurais dû trouver potentiellement un boulot qui te permette d'en vivre. Du coup, à tes débuts, euh, tu t'es dit, j'ai envie de créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais globalement, tu pars avec rien, tu as un océan devant toi. Comment est-ce que tu fais quand tu te lances comme ça pour pas partir justement dans tous les sens? Parce que des réseaux sociaux, il en existe plein. Faut trouver son format, faut trouver ce qui nous plaît. Tu savais que tu voulais faire de la vidéo. Enfin, comment t'as Ok, fait? bah c'est simple. En fait, tu fais et tu fais des erreurs. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Je pense que la majorité, en tout cas, je les ai faites. Et c'est comme ça, en fait, que tu réduis ton champ d'erreur. En fait, il y avait un gars qui disait une phrase qui était trop bien. C'est au début, t'es nul, t'es vraiment nul. Mhm. Et tu dois continuer à faire des choses pour devenir de moins en moins nul. Et à un moment, tu seras tellement peu nul que tu commenceras à devenir bon. Et j'aime bien cette phrase. Au début, pour commencer, il faut être nul, il faut accepter que bah, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment faire, et juste tu fais quoi. Et Mm. je pense même que l'une des choses les plus importantes, c'est de sortir une première vidéo. Peu importe si tu sais ce que tu fais ou pas, peu importe si c'est le bon format ou pas le bon format, juste pour la sortir, comme ça en fait ça débloque quelque chose dans ton cerveau, ça débloque, ok, il y a une vidéo de moi sur Internet, ça y est, ça, cette compétence, elle est débloquée. Ouais, Maintenant on tu passe l'as à la fait. suite. C'est Mm. ça, tu l'as fait, et maintenant tu passes à la suite, comment on fait pour les formats, comment on fait pour tout le reste. Après évidemment, bah, si tu peux, si tu as moyen de te former pour comprendre plus rapidement les choses, bah, ça aide. Moi je me suis beaucoup formé, pas au début, mais au début, je regardais juste des tutos sur YouTube ou des vidéos sur YouTube sur comment faire des bonnes vidéos, etc. Puis Parce que après, ah ouais, je t'écoute. toi, dès le début, tu voulais faire des vidéos sur YouTube. Donc les premiers contenus que tu as créés, c'était des vidéos YouTube. Ouais. Bah, à Ok. cette époque-là, en fait, c'était pas très connu encore. En tout cas, moi, je connaissais pas encore, tu sais, tout ce qui est TikTok, les vidéos courtes et tout. Les Reels, ça existait pas encore. Mhm. Ouais, YouTube Short non plus, ça existait pas encore. Donc, Parce que là, pour remettre un petit peu de contexte, on était en quelle année à ce moment où tu te lances dans la création de contenu? c'était il y a 5 ans peut-être. 5 ans? Ok. Ouais, un truc dans le genre. Ouais, Ok. c'est là où je commençais à me dire, il faut que je le fasse, quoi. C'est là où je commençais à me dire ça. Mais évidemment, entre le moment où je me suis dit ça et le moment où j'ai vraiment commencé, il s'est aussi passé du temps. Parce que procrastination, parce que peur d'échouer, peur de faire un truc pas bien, peur de poster une vidéo, etc. Et comment tu fais justement pour confronter ces peurs? Euh, je pense que ça dépend de chacun, mais moi, je passe un peu par la philosophie. Et c'est pas, quand je dis philosophie, je parle pas, tu sais, des philosophes connus, je parle juste de ma propre petite philosophie que je me fais dans ma tête. Ok. Et j'ai beaucoup travaillé sur
tout ce qui concerne le regard des gens et tout. Et le fait d'accepter de ne pas être parfait. Ça, c'est un truc que je travaille encore. Euh, Parce qu'en fait, j'étais tellement perfectionniste, je voulais tellement que ma vidéo soit parfaite avant que je la Mm. poste, que du coup, je postais rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Le perfectionnisme, c'est pas une chose positive en fait. Le perfectionnisme, c'est une peur. C'est clairement juste une peur. C'est la peur de pas être assez bien, de ne pas faire assez bien, d'être vu de dégager une image, d'être vu comme quelqu'un que t'as pas envie d'être. Et ouais, il y a peut-être un aspect positif parce que du coup, ça te pousse à être plus précis sur ce que tu fais. Ouais, et à faire Mais mieux. ouais, mais euh, mais ouais, ça peut être un très gros blocage, je pense. Et je pense que c'est un point qui est hyper important quand on est créateur de contenu, effectivement, parce que enfin, d'ailleurs, il me semble que la plus grande peur de l'homme, c'est de prendre la parole en public. Parce que justement, on a peur du regard des autres. Ouais. Et c'est vrai pour tout. Et même moi, quand j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn, au début, je me disais, non, mais jamais de la vie, je serais une nana qui prendrait. J'adore tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, j'adore la communication, etc. Mais je m'étais toujours dit, jamais je prendrai la parole ouvertement parce qu'en fait, j'ai trop peur de ce qu'il peut y avoir à côté. J'ai trop peur de l'image que je vais dégager. J'ai trop peur, enfin voilà, des critiques, de tout ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, en fait, fuck, je veux pas m'empêcher de vivre potentiellement des belles choses à cause de ces peurs. Carrément. Mais, et toi, du coup, concrètement, comment est-ce que tu as fait pour développer justement cette spiritualité à te dire que, bah voilà, on est imparfait et c'est OK? J'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions. Et un truc que j'ai réalisé un jour qui m'a beaucoup aidé, c'était que, en fait, c'est le regard des gens. C'est vraiment lié au regard des gens. Que ce soit pour prendre la parole en public, on a peur de quoi? On a peur que l'autre nous voit d'une certaine façon, on a peur d'être jugé négativement, etc. Et du coup, en fait, un jour, je me suis rendu compte que moi, quand je regarde une personne, j'ai une idée de cette personne dans ma tête, mais c'est pas vraiment cette personne. C'est juste l'image que moi j'en ai à travers mes filtres, mes traumas, mes jugements, ce que je considère moi comme bien ou mal. Je peux très bien considérer une personne comme étant bien et quelqu'un pourrait la considérer comme étant mal, comme Hmm. étant une mauvaise personne. Et du coup, je me suis rendu compte que pour tous les gens, c'est pareil. Les gens, quand ils me voient pas moi. Ils voient juste l'idée qu'ils ont de moi dans leur tête qui est filtrée par tout leur trauma. Et donc, en fait, cette idée qu'ils ont de moi, elle est complètement biaisée, elle est fausse. Et du coup, si moi je passe mon temps à essayer de manager toutes ces fausses idées, toutes ces idées biaisées dans la tête de tous les gens que je rencontre, je vais juste pas m'en sortir en fait. Je vais pas m'en sortir dans la vie, je vais rien faire. Et de toute façon, c'est faux. De toute façon, c'est faux, quoi qu'il arrive. Et j'ai même envie de dire, il y a un stade où je me suis dit, il faut que je me détache du jugement négatif, mais aussi du jugement positif. Parce que le jugement positif est aussi illusoire que le Biaisé. jugement négatif, est aussi biaisé que le jugement négatif. Et du jour au lendemain, tu peux avoir quelqu'un qui te suit, qui te kiffe et tout. Il y a une rumeur qui sort à propos de toi et c'est terminé. Maintenant, t'es le pire ennemi, t'es son pire ennemi, elle te déteste. Hmm. Donc en fait, ça peut changer tellement vite ces petites idées illusoires que les gens ont dans la tête à propos de moi, que du coup, j'ai commencé à beaucoup plus m'en détacher et à juste faire ce que moi j'ai envie de faire. Là, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de m'accepter moi. D'accepter que je suis pas parfait, d'accepter que je suis pas le mec le plus sociable du monde, d'accepter que je suis pas le mec le plus à l'aise à la caméra du monde. Parce que, Mhm. contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant mes vidéos, je suis pas à l'aise devant la caméra. Quand je suis en train de filmer une vidéo, je stresse. Je Ah ouais, stresse ok. ouais, je stresse et je suis pas forcément, je suis pas hyper détendu, quoi. Après, je continue, et au bout de, je sais pas, 10 minutes de filmage, je commence à être dans le flow, et là, ça va. Mais quand je m'assois pour filmer une vidéo, je suis stressé. Donc, c'est pas un obstacle, en fait. On ressent tous des émotions, c'est normal. Et je suis pas parfait, je suis pas censé être parfait. Et Mhm. donc, maintenant, je me dis juste, je ressens une émotion, et plutôt que de me dire, ah, je ressens une émotion négative, donc il faut pas le faire, ou c'est mal, ou j'ai pas envie de le faire, j'ai la flemme, je prends mon émotion et je vais avec. Je vais Hmm. avec cette émotion-là, et Tu je vais vois faire comment ma la vidéo. gérer. Hmm. Ouais. Et pareil quand je poste, pareil quand je dois poster, pareil quand je reçois des commentaires négatifs, quoi. Je prends l'émotion et en gros, je reste avec moi-même. Et d'ailleurs, tu parlais de commentaires négatifs, etc. Justement, quand tu es créateur de contenu, quand tu te mets en avant, quand tu prends la parole, euh, tu t'exposes à la Mm. critique.
la critique en tant qu'humain, et ça pour n'importe qui, et peu importe le degré d'acceptation que tu as, le degré de confiance que tu as envers toi-même ou quoi que ce soit, ça fait mal. Ouais. Comment est-ce que aujourd'hui tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu en as beaucoup des commentaires négatifs? Parce que c'est vrai qu'après, toi, tu es sur un sujet où voilà, tu prends la parole sur. Enfin, tu essayes de motiver les gens. Enfin, tes vidéos, elles sont très quali. Et moi, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on pourrait porter un jugement négatif. Enfin, après, moi, j'avoue, j'ai peut-être un avis un peu biaisé dans le sens où, de manière générale, je suis peu alignée avec les personnes qui critiquent facilement Mm. parce que, en fait, si t'es pas content, juste tu le dis toi-même, pas obligé de l'afficher sur les réseaux sociaux, pas Ouais. obligé de le rendre public parce que pour moi, tu sais que tu vas forcément faire du mal à la personne. Si ton commentaire, il est constructif, là, aucun problème. Mais ceux qui envoient des commentaires négatifs pour envoyer des commentaires négatifs ou qui critiquent tu passes sur du physique ou des trucs comme ça, moi, j'ai trop du mal à concevoir ça. Et c'est un peu le côté qui me fait peur. Et je sais que j'ai des amis qui ont du mal aussi à prendre la parole parce qu'ils ont peur de ce type de commentaires qu'on se le dise, se fait mal. Et même si, encore une fois, tu es aligné avec toi-même, etc., ben, tu peux très souvent te remettre en question à cause de ce type de commentaires. Carrément, carrément. Je suis d'accord. Oui, j'en reçois des commentaires négatifs. Et tout le monde en reçoit en fait, si tu veux. Il y a même des gars que moi je vois sur YouTube. Je sais pas si tu connais Eckhart Tolle, le Ah non, livre je Le connais pouvoir pas. du moment présent. Ok. En Ah fait, c'est oui, un gars qui est oui, oui, très oui, connu. non, pardon. Oui, pardon, je Tu connais très connais? bien ce livre. Oui, oui, je suis en train de le lire en Ok. plus. Il est trop bien ce livre. Ouais. Moi, il m'a beaucoup aidé. Et ben en fait, ce gars, quand tu regardes ses vidéos YouTube, tu te dis, mais c'est le gars le plus pur, le plus gentil, le plus transparent qu'il puisse être. Et Ouais. même lui, il y a des gens qui font des vidéos sur lui comme quoi c'est un gourou, c'est une secte, il faut pas l'écouter, il dit de la merde, etc., etc. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que, ok, c'est bon. Même si lui, si lui, il se prend des commentaires négatifs, alors moi, laisse tomber, quoi. Enfin, Hmm. tu peux rien faire. Il y en aura toujours, c'est obligé. Ouais. Et ouais, en fait, quand on reçoit, ça fait mal. Ça fait mal. En fait, il faut juste augmenter sa résilience. Euh, faut accepter en fait qu'il y ait des trucs qui fassent mal de temps en temps. C'est ok. C'est pas parce que de temps en temps ça fait mal qu'il faut s'arrêter ou qu'il faut pas faire quelque chose. Il y a certaines Hmm. choses qui valent le coup de prendre un peu d'inconfort, notamment créer du contenu, selon moi en tout cas. Euh, l'autre question, c'était quoi? Je sais pas, je me suis perdue dans une explication et j'ai en tête un autre élément que je voulais te dire parce Ouais. que tu parlais du livre Le Moment Présent, Mhm. qui est un peu une référence justement, je trouve, tout ce qui est développement personnel. D'ailleurs, gros big up à Pierre, mon associé, qui m'a offert ce livre récemment. Moi, il y a un autre livre qui m'a vachement aidée quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est Les 4 accords Toltec. Et je trouve que c'est le genre de livre, tu vois, quand c'est des livres très axés développement personnel, c'est des petits livres généralement que tu gardes toute ta vie et que Mhm. tu relis à certains moments de ta vie Mhm. et qui vont avoir un impact et où tu vas comprendre certains éléments que tu n'aurais pas compris auparavant. Et je trouve ça Carrément. hyper puissant, tu vois. Mhm. Après, c'est vrai que le livre est un autre format que de la vidéo. Mais du coup, pour revenir un peu à ton parcours, donc là, on a vu comment est-ce que tu gérais les commentaires négatifs, les potentielles peurs en fait que tu as en tant que créateur. Donc, toi, au début, tu voulais faire des vidéos YouTube. Est-ce que tu as directement lancé tes vidéos YouTube? Est-ce que tu as développé d'autres réseaux sociaux? Parce que tu as une grosse communauté sur TikTok, sur Instagram également. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'es dit, enfin, est-ce que tu as focalisé d'abord sur un réseau social et après tu t'es développé sur d'autres? Est-ce que tu as réutilisé directement ton contenu que tu as dupliqué et adapté à chacune des plateformes sur lesquelles tu avais envie de te développer? Mm. Alors, j'ai commencé sur YouTube. J'ai pas sorti tant de vidéos que ça. Donc, quand je me suis lancé. Et comme je te disais, à ce moment-là, il y avait pas encore la mode de TikTok et des vidéos courtes. Donc, j'essayais tant bien que mal de faire quelques vidéos. Ça marchait pas trop. Ça marchait pas trop. Ça faisait, ouais, si, enfin, ça faisait 300, 400 vues, quoi, en général. Donc, c'est déjà pas mal pour un Oui. début. Mais au bout d'un an, j'avais pas les résultats que je voulais, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à entendre parler de TikTok. Il y a un pote qui m'en a parlé, qui m'a dit, tu devrais essayer, tu devrais te lancer. En ce moment, il y a des gens qui explosent sur cette plateforme, c'est le moment d'y aller et tout. Et moi, je lui disais, ouais, ouais, ok.
Mais en fait, dans ma tête, c'était une application pour avec des enfants qui dansent, tu vois. Donc, Le je pense, ouais, je cliché. pense que tout le monde se disait ça Ouais, à propos de TikTok à un moment. Et jusqu'à ce qu'on se lance. ouais, c'est ça. En fait, j'ai attendu encore un mois à peu près. Et finalement, je marchais j'étais à la salle de sport avec Guillaume d'ailleurs, qu'on Oui. connaît tous les deux. Et en sortant de la salle de sport, moi je lui avais déjà parlé de ça. Je lui avais dit, ouais, il faudrait que j'essaye TikTok et tout. Et ce jour-là, il m'a dit, vas-y, je te laisse pas rentrer chez toi. Là, tu filmes une vidéo tout de suite. Et Génial, j'adore. ma toute première vidéo, tu vas voir, je suis en débardeur, on est dehors. C'est la seule vidéo qui est filmée comme ça. Parce que c'était la toute première vidéo que justement Guillaume m'a dit, tu rentres pas chez toi, tu filmes cette vidéo. Et cette vidéo-là, du coup, je l'ai filmée, je l'ai postée. J'avais pas envie parce que mon perfectionnisme me disait non, 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 c'est nul, poste pas ça. Et je l'ai postée et le lendemain, je regarde. Elle avait fait 10 000 vues. Donc 10 000 vues, c'était plus que tout ce que j'avais fait sur YouTube pendant un an. Et du coup, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit, oh putain, là, il y a un truc à faire. Hmm. Et du coup, j'ai continué, j'ai posté j'ai commencé à poster une vidéos par jour. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais au bout de 6 jours, sixième jour, j'ai une vidéo qui a fait 1 million de vues. Et à partir de là, c'est parti, quoi. Et est-ce que tu arrives à expliquer justement pourquoi cette vidéo, elle avait fait 1 million? Est-ce que, tu vois, souvent on parle de l'accroche, on parle de comment est-ce que tu présentes la chose. Est-ce que toi, tu as remarqué qu'il y avait quelque chose que tu avais fait différent par rapport aux autres vidéos? Euh, ouais, bah, je pense l'accroche, c'est très important. Le sujet de la vidéo, c'est très important. Je pense que sur des plateformes comme TikTok, la personne tombe sur ta vidéo, elle n'a pas tapé quelque chose dans la recherche, si ça peut arriver, mais le plus souvent, en fait, les gens tombent juste sur ta vidéo par hasard. Du coup, si t'as pas une bonne accroche, juste ça, la personne ne va pas regarder. Personne ne va regarder parce que même si ta vidéo est qualitative, si le début n'est pas intéressant, les 3 premières secondes ne sont pas intéressantes, bah, en fait, la personne va juste swiper. Les gens ont le swipe hyper facile. C'est même pas une décision, une vraie décision consciente de leur part, j'ai l'impression, de notre part, parce que moi je suis comme ça aussi évidemment. C'est on swipe et là il y a un truc qui se déclenche. Ah, ça c'est intéressant. Et du coup on regarde. Mm. On se le dit même pas consciemment. C'est pour ça que l'accroche est si importante, ouais. Euh, et le sujet, beaucoup le sujet. Le sujet en lui-même, parce que moi j'ai commencé avec des sujets assez larges, du genre je parlais de la timidité. Comment arrêter Mm. d'être timide, par exemple. C'est cette vidéo qui a fait 1 million de vues. Ma première Ok. vidéo qui a fait 1 million de vues. Et ça, je sais que ça parle à énormément de monde. Ça parle à Mm. énormément de gens. Donc forcément, une bonne accroche plus un bon sujet, bah, ça fait qu'il y a plein de gens qui vont s'arrêter sur cette vidéo pour regarder ne serait-ce qu'un petit peu. Et si en plus ce que tu dis dans la vidéo, c'est qualitatif et ça apporte vraiment de la valeur aux gens, bah, ils vont continuer à regarder, ça va faire beaucoup de vues, parce que le watch time augmente. Et comment est-ce que tu travailles justement ton accroche? Comment on fait une belle accroche, une bonne accroche? Si tu veux, t'as des structures de base d'accroche qui sont efficaces. Moi, j'utilise beaucoup les listes. Les listes, pour moi, ça a toujours plus ou moins bien marché. Les listes, c'est par exemple 5 conseils pour faire quelque chose, Mhm. 5 choses à éviter, 5 erreurs, 5 signes que. Ce genre de format-là, ça marche bien pour moi. Après, tu as les storytelling. Les storytelling, j'ai remarqué que ça marche super bien aussi. Après, l'accroche du storytelling, c'est vrai que parfois, il n'y en a pas, et ça marche quand même. Parce que juste le fait d'arriver tout de suite avec une histoire, tu commences à expliquer une histoire, juste ça, Mm. c'est accrocheur. Mais il Euh, faut avoir les bons mots, je trouve, parce que comme tu dis, aujourd'hui, on est confronté à tellement de contenu. On a le swipe qui est très facile. Pour peu que ton lancement, entre guillemets, il soit long, tu perds une audience qui est assez considérable. Carrément, carrément. Mais c'est pour ça, moi je pense il est important de scripter les vidéos, surtout les débuts, sur TikTok, sur les plateformes de vidéos courtes. Euh, Parce qu'en fait, c'est des plateformes sur lesquelles chaque seconde compte. Si tu peux Mhm. gagner 1 seconde ou 2 secondes d'attention des personnes qui te regardent, bah, en fait, ça augmente ton watch time et l'algorithme comprend que ta vidéo est bien. Alors que peut-être que si tu avais perdu ces quelques secondes, ta vidéo aurait pas percé. Donc ça tient vraiment à pas grand-chose sur les vidéos courtes. Entre le moment où tu as commencé à créer du contenu et maintenant, est-ce que tu as une différence de, je sais pas, d'organisation, de manière de travailler tes vidéos? Tu disais qu'elles étaient toutes scriptées. Est-ce que tu continues à toutes les scripter? Est-ce que tu as une manière de faire qui est différente ou tu fais vraiment en fonction de, je sais pas, du contenu que tu consommes toi-même?
J'ai appris des choses, j'ai fait des erreurs et j'ai appris des choses très intéressantes il y a pas longtemps. C'est que, en fait, au début, je faisais que des vidéos très scriptées avec des informations intéressantes, et je postais ça sur les plateformes de vidéos courtes, TikTok, Instagram Reels et YouTube Short. Et il manquait un aspect très important pour le personal branding, c'est l'authenticité, l'aspect Mm. authentique. Ça, c'est ce qui me manquait. Parce que je pensais, enfin, je me disais, mais qui s'intéresse à ma vie? De toute façon, les gens s'en Mm. foutent de moi. Ils veulent des informations. Je vais pas raconter ma vie, tout le monde s'en tape, tu vois. Et en fait, c'est une grosse erreur de penser ça. Parce qu'au bout d'un moment, les gens veulent pas juste l'information, ils veulent aussi connaître la personne qui est derrière. Bien sûr. Et moi, c'est ça que je commence maintenant à mettre en place. Et d'ailleurs, je me suis lancé un petit défi, c'était de publier plusieurs vidéos sur YouTube avec zéro cut, sans montage. Oh, Et du coup, je l'ai fait. J'en ai sorti trois pour l'instant, des ok. comme ça. Et j'ai vu dans les commentaires que en fait, les gens adorent. Ça a fait moins de vues. Ça fait moins de vues parce que forcément, c'est moins efficace. Et je pense aujourd'hui qu'il faut faire les deux. Il faut faire des vidéos hyper travaillées où tu donnes des informations rapidement, vraiment juste de la valeur. Et il faut aussi faire des vidéos beaucoup plus authentiques où on voit plus qui t'es. Parce que c'est de cette façon que les gens s'attachent à toi, que les gens connectent avec toi, tout simplement. Donc ouais, aujourd'hui, c'est ce que j'ai ajouté, c'est ce que j'ai changé par rapport à avant. Et tu sens donc une grosse différence. En fait, tu sens que ta communauté, elle est plus engagée avec toi. Carrément. Ouais. Les gens qui sont vraiment là, qui s'intéressent vraiment à moi, bah, c'est ceux qui vont regarder les vidéos sans cut, par exemple. Et ouais, je vois une différence. Et on disait tout à l'heure que donc, tu t'étais donné 2 ans pour vivre de ton contenu. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à monétiser, entre guillemets, cette audience? Comment est-ce que tu arrives à vivre de ton contenu? Alors, moi, je compte pas vraiment sur les vues, euh, comme pourraient le faire, je sais pas, des influenceurs. Bon, ils font aussi des placements de produits. Pareil, je fais pas de placement de produits. J'en ai fait, j'en ai déjà fait, mais en fait, je me suis vite rendu compte que j'étais pas, ça me dérangeait en fait. Ça me Ouais, dérangeait t'es pas à parce que, l'aise. ouais, je suis pas à l'aise. Genre, c'est pas mon truc. Je sais pas vraiment si c'est bien ou pas. Par exemple, on m'avait proposé un jour de faire un partenariat, pas un partenariat, mais un placement de produit pour un site de rencontre. Et Ok. je l'ai fait. Et quelques jours plus tard, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de prôner sur ma chaîne? Et je me suis dit, je sais pas trop. Peut-être pas en fait. Et Hmm. du coup, j'ai arrêté en fait. À partir de là, je me suis dit, je vais plus faire de placement de produit. Sauf si vraiment c'est un truc qui est hyper aligné avec ce que moi je dis déjà dans ma vidéo. Par exemple, si s'il y a Audible qui me propose de faire un placement de produit, bon bah pourquoi pas. Là, je pourrais me poser la question. Mais la majorité des placements de produits sont de toute façon pas très intéressants pour moi du moins. Mhm. Moi, ce que je préfère faire, c'est vendre mes propres produits. Comme ça, j'ai la main sur tout. Euh, je crée le truc moi-même, donc je sais la qualité que je mets dedans. Je sais que ça va aider les gens. Et ça me semble aussi beaucoup plus efficace, beaucoup plus pérenne sur le long terme. Euh, J'allais dire un truc que j'ai oublié. Je peux pas t'aider là. Ouais, Ok, donc aujourd'hui, tes produits, donc c'est des c'est formations des de quoi? formations. Ouais. De développement personnel, c'est ça? J'ai une formation en développement personnel, ouais, sur la confiance en soi. Enfin, la formation s'appelle Confiance infinie, mais en fait, c'est pas que sur la confiance en soi, c'est sur plein d'aspects du développement personnel de façon générale. Ok. Et j'ai sorti une deuxième formation récemment, qui est justement plus axée sur la création de contenu, sur comment faire des bonnes vidéos, sur comment, en gros, faire ce que moi j'ai fait, quoi. Mhm. Et par contre, c'est vraiment pour les gens qui veulent partager des idées. Ce sera pas pour quelqu'un qui veut devenir influenceur ou faire des trends ou des trucs comme ça. C'est vraiment plus Hmm. axé pour les gens qui partagent des idées intéressantes. Des vrais, Donc ouais, enfin ouais, des créateurs de contenu, ouais, d'idées, c'est ça, t'as raison. ouais, Effectivement. c'est Ok. Et ça. donc aujourd'hui, tu as 2 formations, c'est ça? Ouais. Ok. Euh, Quand est-ce que tu as lancé ta première formation? À partir de combien de création de contenu tu as pu la lancer? Et quand tu l'as lancée, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as tout de suite vendu? Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure? En gros, c'est quoi ton canal d'acquisition et comment est-ce que ça fonctionne?
Euh, on va dire qu'il y a 1 an et demi à peu près que j'ai passé sur YouTube sans aucun résultat. Ensuite, TikTok, j'y ai passé à peu près 6 mois. En 6 mois, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Je crois que j'ai eu 800 000 abonnés sur TikTok, à peu près 6 mois. Et c'est Quand là où même. j'ai commencé en fait, ça s'est passé un peu malgré moi. C'est, j'ai un pote avec qui j'ai été en Biélorussie, très bizarre. Il m'avait proposé un jour d'aller avec lui en Biélorussie parce que lui, il voulait visiter ce pays-là. J'ai dit ok, pourquoi pas. Et là-bas, il m'a dit, mec, je vais devenir riche. Et après, je lui ai dit, ouais, vas-y, je le croyais pas, quoi. Il dit, ouais, cool. Et on rentre en France, 6 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, eh gros, j'ai gagné 100 000 euros, je suis parti en Estonie. Et du coup, j'étais choqué. Comment, J'ai- il a réussi à gagner Bon, 100 000? en fait, il s'est formé sur du business en ligne, sur du marketing. Il a commencé à faire des trucs sur Internet. Je pourrais pas Ok, dire exactement quoi parce que je connais pas trop son milieu, mais c'est aussi dans la vente de formation. ok. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que bah, il m'a dit ça. Et au même moment, en fait, lors de cet appel, moi, je venais d'avoir un petit succès sur TikTok, sur les réseaux. Et du coup, on discute et il me dit, vas-y, rejoins-moi en Estonie et on va créer ta première formation. Et du coup, je suis allé en Estonie. Et là, on a commencé à créer la formation sur la confiance en soi. Et c'est lui qui m'a aidé pour tout l'aspect marketing et tout au début parce que bah, moi, j'y connaissais rien. Je savais créer du contenu, mais je Mhm. connaissais rien à tout ce qui est marketing, comment faire des pages de vente, comment faire des trucs, comment vendre, quoi. Du coup, c'est là qu'a commencé mon aventure, on va dire, dans tout ce qui est vente de formation. Formateur. Ouais. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on crée une formation quand on est créateur de contenu? Est-ce que tu commences par la page de vente? Est-ce que tu commences par le plan et tu tournes tes vidéos? Parce que oui, c'est une formation, mais c'est une formation vidéo. Moi, en fait, comment je l'ai fait en live, cette formation-là. C'est-à-dire Ok. que j'ai préparé tout le plan, mais plutôt que de m'asseoir devant la caméra pour la filmer tout seul, bah, j'ai ramené les gens qui ont déjà payé, je les ai ramenés sur un Zoom, et en fait, j'ai déroulé la formation devant eux, et comme ça, en fait, ils pouvaient me poser des questions directement. Et comme ça, moi, ça augmente la valeur de la formation, parce il y a plein de questions auxquelles je n'aurais pas pensé que les gens pourraient se poser si je l'avais fait juste moi tout seul devant la caméra. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plus ou moins d'abord vendu la formation, Mhm. et ensuite, je l'ai faite avec les gens. Pour moi, c'est la façon la plus efficace parce que tu sais, bah, ça permet aussi de tester le produit. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui aiment lancer la formation avant et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est quelque chose que moi j'ai fait pour la seconde formation, donc celle sur la création de contenu. Je l'ai préparée avant, je l'ai créée avant et ensuite je me suis mis à la vendre. Mais bah, je sais que c'est un peu dangereux quoi parce que bah, t'es pas forcément sûr et certain Que ça va que plaire. c'est ça, que ça va plaire, que c'est exactement, spécifiquement de ça que les gens de ton audience ont besoin. Donc ouais, je pense que c'est plus sécure de d'abord valider l'offre et ensuite commencer à créer. Ok, mais du coup, c'est quoi? C'est des formes de bootcamp puisque tu le fais en live. Hum, ouais, je saurais pas, j'ai jamais vraiment cherché à définir Hmm. un nom pour comment ça pourrait s'appeler. Mais si tu veux, en gros, ouais, module 1, j'ai le module 1 moi que j'ai déjà préparé et je leur Mhm. présente pendant 1 heure. Et à la Ok, fin des 1 heure, ils me posent des questions et tout ça est enregistré. Module 2, on fait ça une fois par semaine, module 2, 3, 4, et je crois qu'il y en avait 8 dans ce que j'ai ok. fait. Mhm. À peu près 8 modules de 1 heure et demie, Donc sur 2 mois à peu près. c'est ça. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage pour rendre ça un peu plus, Digeste. voilà, c'est ça. Et c'est ça la formation. Ok, trop bien. Et ça, tu le fais à chaque fois pour toutes les, enfin, j'allais dire pour toutes tes classes, entre guillemets, ou est-ce que tu le fais avec les premiers et après, tu as ton format vidéo et ce format vidéo, ça devient la formation pour tout le monde? C'est ce que j'ai fait, ouais. C'est ce Ok. que j'ai fait, donc c'est la deuxième chose que tu as dit. Donc je l'ai fait une fois avec les gens et ensuite c'est devenu la formation vidéo. Et ces premières personnes avec qui tu le fais justement en live, est-ce que c'est des personnes avec qui tu essayes derrière de développer, tu vois, une relation toute particulière? Parce que j'imagine que, je sais pas, c'est tes premiers élèves avec qui tu construis finalement la formation. Non pas que c'est eux qui vont t'apprendre des choses, mais comme tu le disais tout à l'heure, ils peuvent te poser des questions et du coup, tu vas penser à des choses auxquelles tu n'aurais pas Hmm. pensé si tu l'avais complètement fait seul.
Ouais, carrément, carrément. Bah, il y a des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui qui ont participé à ma toute première formation. Ouais. Euh, ouais, en fait, c'est souvent les gens qui participent le plus, quoi, qui sont les plus Hmm. investis, je sais pas. Mais ouais, il y a des gens avec qui que je suis resté en contact, si c'était ça la question. Ouais. Et comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour fidéliser, que ce soit tes clients ou même ton audience de manière générale? Pour fidéliser, euh, est-ce que tu peux préciser la question? Ben, par exemple, ouais, c'est vrai qu'il y a deux côtés. Il y a l'aspect donc création de contenu. Comment est-ce que tu fais pour fidéliser les personnes? Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va tomber sur ton contenu, comment est-ce que tu vas faire pour lui donner envie de venir sur ton profil, de s'abonner à ton compte et de venir regarder régulièrement tes Ok. vidéos? Et il y a de l'autre côté, effectivement, plus la partie formation. Est-ce que tu essayes de fidéliser? Est-ce que l'objectif de la formation, c'est que on achète ta formation et après, entre guillemets, on n'a plus besoin d'accompagnement? Ça, je pense avoir un peu répondu toute seule dans ma tête, mais je trouve que, tu vois, la partie développement personnel, c'est quelque chose qui est hyper important et qui, en fait, s'instaure sur du très long terme. C'est pas parce Ouais. qu'aujourd'hui, tu vas répondre à une problématique que cette problématique, elle va pas forcément revenir, ou tu vois, tu as toujours des petits moments de down, tu as toujours des remises en question. Et en fait, bah, c'est comme quand tu lis des livres de développement personnel, d'où l'intérêt de les relire constamment à différents moments de ta vie. Hmm. Euh, alors, ok, je pense avoir compris. Comment je les fidélise? En fait, j'ai pas vraiment une technique spécifique. C'est juste, j'essaie de donner le meilleur contenu possible. Euh, non, j'ai pas vraiment de technique spécifique. Si, à la limite, essayer d'augmenter l'autorité avec du contenu plus profond que ce qui se fait Mm. généralement. Si tu veux, pour moi, tu as du contenu croissance. Le contenu croissance, c'est celui qui sert à ramener des gens, qui sert à attirer des gens. Ce sera des sujets très larges qui Mhm. font beaucoup de vues généralement, qui Ouais. font beaucoup de vues, les gens s'abonnent, etc. Ensuite, tu as le contenu de type autorité. Le contenu de type autorité, c'est tu vas parler vraiment d'un sujet précis, d'un sujet plus profond, plus niché, pour les gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais. Et du coup, ça te crée une petite autorité. Ou alors, tu peux parler de tes succès, de ce que tu as réussi à faire, du résultat que tu as réussi à obtenir. Ça aussi, ça augmente l'autorité. Mm. Parce que du coup, les gens te perçoivent comme le gars, ok, lui, il a réussi à faire ça, donc je peux l'écouter à propos de ce sujet. Et ensuite, tu as le contenu de type authenticité. Et pour moi, si tu réunis les trois, bah en fait, ça fidélise les gens automatiquement parce que tu es en train de construire un branding qui est super puissant. Si tu as ces trois aspects, pour moi, il n'y a plus besoin d'essayer de fidéliser parce que ça se fait tout seul. Mhm. Ok. En fait, juste être naturel et être finalement professionnel dans la niche qu'on a décidé de développer. Donner énormément de valeur gratuitement et montrer aussi sa personnalité, son authenticité. C'est les deux choses les plus importantes pour moi. Je trouve que c'est de plus en plus difficile tu sais, de mettre en avant ta personnalité parce que, en fait, on est tellement confronté à beaucoup de contenu qu'on a envie aussi de copier un petit peu, on a envie de rentrer dans des cases. On va voir des contenus qui vont fonctionner, on va se dire, bah ok, j'ai envie de faire pareil. Et parfois, je trouve ça difficile justement en fait, d'apporter sa patte sur un sujet, quand bien même c'est un sujet que tu maîtrises, mais tu vois, qui pourrait parler un petit peu à tout le monde. Comment est-ce que aujourd'hui tu arrives, toi, à mettre de ta personnalité sur un contenu qui, j'allais dire presque, qui est entre guillemets sérieux, tu vois? Enfin, on parle quand même de motivation, on parle potentiellement de dépression chez certains. Est-ce que c'est en partageant Euh, simplement ton histoire? C'est vrai que ça, la oui, partie ça, raconter son histoire, c'est donc une partie de storytelling qui est, qu'on se le dise, la partie, à mon sens, la plus importante parce que, in fine, à la fin de la journée, ce dont on se souvient, c'est les histoires qu'on nous a racontées. Mais comment est-ce que tu arrives à en tirer profit dans ta création de contenu au global? Parce que tu peux pas juste raconter des histoires à longueur de journée, quoi. ouais. Je pense que c'est pas une mauvaise chose de s'inspirer des autres. De toute façon, quand tu commences quelque chose, forcément, il faut que tu apprennes de quelqu'un. Quelqu'un qui veut apprendre à jouer au piano, on le met pas devant un piano et on lui dit, moi, teste toutes les touches et essaie de faire un truc, quoi.
C'est vrai. On lui donne comment ça s'appelle, une partition, et on lui dit, ok, ça correspond à cette touche, ça correspond à cette touche, et maintenant essaie de le refaire. Et ensuite, une fois qu'il a appris à jouer, il va peut-être pouvoir créer ses propres morceaux, tu vois. Et pour moi, c'est pareil, la création de contenu. Au début, tu es obligé de t'inspirer, tu es obligé d'essayer de faire un peu ce que tu as déjà vu. Et à partir du moment où tu deviens à l'aise avec ça, là, tu peux commencer à apporter ta touche personnelle. Comment t'apportes ta touche personnelle? C'est peut-être en faisant 60% du temps ce que tu sais qui fonctionne déjà, Mhm. parce que tu t'es déjà inspiré, parce que tu as déjà testé des choses, 60% du temps, tu fais des choses qui fonctionnent déjà. Et le reste du temps, 40% du temps, tu fais ce que tu as envie. C'est-à-dire, par exemple, faire une vidéo comme ce que j'ai fait sans cut, pourquoi pas. Ou faire une vidéo un peu spéciale que tu n'as pas l'habitude de faire, mais qui toi te plaît, qui toi te donne envie. Euh, Après, c'est la créativité. Enfin, il n'y a pas vraiment. Je ne sais pas s'il y a une formule pour la Mm. créativité. Euh, Moi, par exemple, je marche beaucoup avec la musique. C'est-à-dire que quand je suis en train d'écrire une vidéo, je mets une musique et automatiquement, il y a des scénarios qui se créent dans ma tête. Il y a ça me fait ressentir des émotions et j'ai envie de les mettre par écrit. Et peut-être que c'est ça qui apporte ma petite touche à moi. Je sais pas. Chacun aura sa petite méthode, je pense. Mm. Et justement, c'est quoi, toi, ta journée type, disons, en tant que créateur de contenu? Comment est-ce que ça s'organise entre la veille, entre la création de contenu pur, entre le montage vidéo? Euh, alors, comment j'ai commencé? C'était très simple. J'écris une vidéo chaque jour, je la filme le lendemain. Donc, je me lève le matin. La première chose que je fais de ma journée, c'est de filmer la vidéo que je vais poster le soir même. Ça, Ok. c'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, je fais plus comme ça, mais ça a été très efficace au début. Quand j'avais vraiment que ça à faire, quoi. Quand ma seule tâche importante, c'était de poster une vidéo par jour. Et petite question, pourquoi attendre un jour entre le moment où tu écris ton script et le moment où tu vas tourner ta vidéo? Parce que, en fait, le matin, pour moi, c'est le moment où j'ai le plus de points d'énergie. Au fil de la journée, mes points d'énergie diminuent. Ok. Et je commence à avoir la flemme. Et je me dis, ouais, il faut que je filme. Oh putain, c'est chiant et tout. Alors que si je viens de me lever, toute ma barre d'énergie, je peux l'utiliser pour directement faire le truc le plus inconfortable et le plus important. Et le truc le plus inconfortable et le plus important, c'est de filmer la vidéo. Une fois que j'ai filmé la vidéo, je peux me poser sur mon ordi tranquille et écrire le script pour le lendemain. Hmm. Si je commençais ma journée par écrire le script et après il faut filmer, j'ai déjà réduit ma barre d'énergie et j'en ai plus assez en fait pour filmer la vidéo. Je peux quand même le faire, mais je vais devoir forcer de ouf pour le faire. Et j'ai pas envie d'avoir à forcer. Donc je préfère le faire directement, première chose de la journée. Ok, ça c'est un bon point. Et donc tu disais que ça c'était ton organisation au début quand tu t'es lancé. Ouais. Aujourd'hui tu t'organises différemment. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je prends une journée pour écrire plusieurs vidéos. Je peux en écrire, si je peux en écrire 5, j'en écris 5. Mais parfois, c'est ça le désavantage, c'est que quand tu écris plusieurs vidéos à la suite, la créativité, elle n'est pas forcément là pour 5 vidéos. J'ai remarqué un truc, c'est que quand tu te dis je vais écrire une vidéo, généralement, la vidéo, elle est vraiment bien, quoi. Elle est vraiment bien et t'as mis un truc dedans. Alors que quand tu dis je vais écrire 5 vidéos d'un coup, Ouais. les Bah, il y a 5 sont un beaucoup de peu, contenu. Hmm. bah ouais, les 5 sont un peu moins bien que si tu en avais écrit que une et que t'avais focalisé toute ton énergie sur une seule. Mais ouais, maintenant ce que je fais pour aller plus vite, c'est que j'essaie d'en écrire 5 d'un coup et le lendemain je filme les 5 et comme ça j'envoie tout à mon monteur et j'ai les 5 vidéos pour la semaine. Ok. Donc il y a une journée qui est dédiée à l'écriture des scripts, une journée au tournage. C'est Et ça. le montage est envoyé, il est externalisé. Et derrière, le reste de ta semaine, tu fais quoi? Le reste de ma semaine, bah, je travaille alors plusieurs choses. Soit je travaille sur mon marketing, j'essaie d'améliorer des choses, j'essaie d'améliorer les pages, j'essaie de créer de nouvelles choses, quoi. Ou je suis en train de créer des formations, ou je suis en train de me former. Quand je dis me former, c'est soit me former sur le marketing et la vente, soit me former sur les sujets que j'aime, donc le développement personnel, la spiritualité, parce que c'est aussi de cette façon que les idées me viennent pour créer du contenu moi-même par la suite. Forcément. Et tu consommes du contenu français, anglophone? Beaucoup d'anglophones, beaucoup de contenu anglophone, français, pas tant que ça en fait. Hmm.
Ouais, c'est vrai, pas tant que ça, du français. En même temps, quand tu commences à toucher le contenu anglophone, il y a tellement de ressources. C'est clair, c'est clair. Et comment est-ce que tu fais justement pour organiser ta veille? Est-ce que tu as un panel de personnes que tu admires, dont tu admires le travail, que tu t'obliges, enfin, quand je dis que tu t'obliges entre guillemets, hein, à suivre sur différentes plateformes pour voir le type de contenu qu'ils proposent et donc potentiellement faire quelque chose de similaire par la suite, ou en tout cas t'en inspirer? Comment est-ce que ça se passe? Ouais, si tu veux, j'ai une liste de mentors, entre guillemets, Mhm. de personnes qui m'inspirent dans leur création de contenu, que ce soit dans leur création de contenu ou dans la personne qu'ils sont, tout simplement. Mais généralement, c'est des gens qui créent du contenu, oui. Et ouais, c'est mes inspirations. Donc, je regarde beaucoup de leur contenu. Hum, et ouais, parfois, ça me donne des idées pour m'inspirer, pour faire des vidéos, pour changer peut-être un peu mon format, améliorer mon format. Je trouve que c'est important. C'est important d'avoir une liste de gens qui t'inspirent tout simplement, ouais, dans ton domaine. Je sais pas si ça répond à la question. C'était un peu Ouais, flou ouais. peut-être. Non, non, ça y répond. Et dans ta veille, est-ce que tu te cantonnes que à du format YouTube, donc vidéo, ou est-ce que, je sais pas, tu vas aussi t'abonner à des newsletters, tu vas écouter des podcasts, tu vois, est-ce qu'il y a un format qui te stimule plus qu'un autre pour toi-même derrière avoir des idées de contenu ou pas? Moi, j'aime beaucoup les vidéos longues sur YouTube, par exemple. Ouais, un peu les formats podcast. Un peu les formats podcast. Mais c'est bizarre parce que j'écoute pas vraiment de podcast. J'écoute juste des vidéos longues sur YouTube. Ok. Je sais pas, des conférences, quelqu'un qui parle pendant 1h30 d'un sujet devant sa caméra. Bah, moi, ça m'intéresse. Ça, Ok. c'est le genre de contenu que j'aime bien. Mais tu as moins du coup t'inspirer sur TikTok, par exemple. De moins en moins parce que, en fait, j'ai tendance à, quand je commence à scroller sur TikTok, j'ai tendance à me perdre dans tout ce truc enfin, le feed TikTok, quoi. Ouais. Il n'y a pas forcément que du contenu que moi j'ai envie de voir. Il y a Oui. plein de contenu qui tombe Random. sous mes yeux, Mm. random, et j'ai pas envie de voir ça, en fait. Il y a beaucoup de contenu qui est un peu anxiogène, je trouve, et j'ai pas envie de voir ça. Ok. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça te donne une vision du monde qui est, encore une fois, biaisée, mais Ouais. négative, quoi. Pourquoi négative? Bah, quand tu vois, moi, quand je scrolle sur TikTok, qu'est-ce que je vois le plus souvent? C'est oh, les dramas. Lui, il a dit ça à lui, il a fait ça à l'autre. T'as vu le mec de télé-réalité, il a fait ça. Oh, oh mon Dieu. Moi, je vois ça, j'ai envie de vomir, quoi. Genre, Mm. je veux pas voir ça. Ouais. Et après, en fait, mon cerveau, il a l'impression que le monde fonctionne comme ça et que tous les gens sont comme ça. Et du coup, ça me donne une vision du monde négative. Et j'ai pas envie d'avoir cette vision du monde. Ouais, Je sais que le monde n'est pas comme ça. ça te donne une fausse norme sur Ouais, ce qu'est la réalité, c'est ouais. ça. Je comprends. Je comprends, je comprends. C'est pour ça qu'on dit que l'algorithme TikTok est bien fait, entre guillemets, parce que justement, il arrive à te pousser toujours du contenu un peu plus dramatique, un peu plus, ou mine de rien, il y a quand même une part en toi où tu dis, qu'est-ce que c'est? Et donc, Ouais, il c'est se peut ça. que tu regardes un petit peu trop longtemps, là, l'algorithme va se dire, ah, t'aimes bien ce genre de Ouais, contenu? Allez, je t'en pousse un peu plus. ouais, c'est ça, carrément, C'est pas carrément. pour rien qu'on dit que quand tu vas sur TikTok, t'es censé y aller pour 10 minutes, tu finis, ça fait plus d'une heure que t'es dessus. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je rebondis sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qui est que sur TikTok, tu vois souvent du contenu de personnes de manière un peu random, parce que c'est l'algorithme TikTok qui veut ça, mais que tu vas moins tomber sur du contenu parce que tu vas en faire la recherche. Ouais. Bah, figure-toi que moi, à titre personnel, j'utilise de plus en plus TikTok pour faire des recherches, justement. Ah ouais? Ouais, par exemple, je sais pas, j'ai envie d'acheter un produit, j'ai envie de me former sur, tu vois, en ce moment, par exemple, je suis en train de me mettre à des activités un peu manuelles parce que ça fait longtemps que je suis dans le digital, j'adore ça. Mais tu vois, j'ai parfois besoin un peu de reconnecter avec moi-même, d'être loin des écrans. Et par exemple, j'apprends la poterie, mais full toute seule, sans prendre de cours, Trop etc. cool. Et bah, première chose que j'ai faite, c'est pas d'aller regarder sur YouTube, c'est d'aller regarder sur TikTok, tu vois, Hmm. des tutos qui sont rapides, parce que j'ai pas envie d'être full drivé. Pour l'instant, j'ai besoin de laisser place un peu à ma créativité et donc d'avoir personne qui me dit quoi faire. Là où sur YouTube, généralement, tu vas regarder une longue vidéo qui va t'expliquer tout un tuto, comment faire ça, etc. Et c'est une fonctionnalité qui est de plus en plus recherchée, de la même manière que, je sais pas, tu vas en vacances.
ben, au lieu d'aller chercher sur Google, de taper tous les articles qui sont rankés SEO, mais qui sont imbuvables à la lecture, Mm. tu vas sur TikTok et tu regardes des vidéos de personnes qui, en l'espace d'une minute, vont te donner les 5 meilleurs spots, je sais pas moi, de New York. Et en vrai, je pense que... Alors, je sais pas quel est le futur de ce réseau parce que il y a du positif et du négatif comme partout. En revanche, je trouve que ça apporte une manière de faire des recherches et une vision qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à TikTok? Mm. Parce que moi, je te parlais vraiment de cet aspect, bah voilà, tu l'utilises pour faire des recherches et t'es plus vraiment esclave de l'algorithme. Et de manière générale, quelle est ta vision sur ce contenu très court? Ok, ouais, bah tu vois, moi j'utilisais pas TikTok pour faire des recherches jusqu'à maintenant. J'avais déjà vu des vidéos de gens qui parlaient du fait que c'est en train de grandir cet aspect-là. Donc les gens commencent à faire des recherches sur les vidéos courtes. Et c'est vrai qu'il y a il y a un côté, c'est rapide quoi. C'est vrai, je comprends. Tu veux avoir une information rapidement et pas regarder une vidéo de 10 minutes sur YouTube sur le sujet. Et non, je trouve ça cool. Je trouve que c'est une bonne chose. Et oui, comme je disais, il y a du positif et du négatif dans tout. Mm. Euh, Moi, je veux aussi créer du contenu long parce que j'ai l'impression que ça s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Il y a des personnes qui vont évidemment me suivre sur les deux, sur les vidéos courtes et sur les vidéos Mm. longues. Mais pour moi, les vidéos longues, ça va plus loin, c'est plus profond. Je pourrais jamais transmettre ce que j'ai envie de transmettre en une vidéo d'une minute, Mm. vraiment comme je le voudrais. Donc, pour moi, les deux sont importants. Après, ça dépend de quel aspect on parle. C'est-à-dire, pour un business, est-ce que c'est bien ou mauvais pour un business? Est-ce que c'est bien ou mauvais de façon générale pour le monde? La question, elle est sur quel sujet? Par rapport à toi, ta vision, là, en l'occurrence. Ma vision, philosophiquement parlant, euh, j'en ai pas vraiment, hein. J'en ai pas vraiment. Ok, Genre, ça existe quoi. ok. Ça, c'est un peu le côté, j'accepte, le monde est comme ça, j'accepte le monde comme il est et il y a des choses qui sont là, qui sont présentes que je peux utiliser. Si j'ai envie de les utiliser, je les utilise. Mais Mm. j'essaie de moins en moins voir les choses en termes de positif, Négativité. négatif. Mm. Ouais. Ouais, bah, je pense que c'est une bonne manière de voir les choses. Plus de se dire que c'est des outils et libre à toi de les utiliser ou pas, quoi. Mm. Euh, j'ai une question qui m'est venue quand tu parlais du format court versus long. Euh, Toi, aujourd'hui, est-ce que d'une vidéo YouTube, donc d'un format long, tu vas réussir à extraire des vidéos courtes ou est-ce que vraiment tu travailles chacune de tes vidéos et elles n'ont, c'est pas qu'elles n'ont rien à voir, mais tu vois, elles sont travaillées vraiment exclusivement pour un format court YouTube, etc. Ouais. Pas YouTube, pardon, TikTok. Ouais. Non, ce que je fais, c'est que au début, je faisais justement les vidéos TikTok individuellement. Chaque vidéo était sur un sujet différent de YouTube. Ok. Maintenant, ce que j'essaie de plus en plus de faire pour, euh, pour que ce soit plus facile pour moi, c'est prendre un sujet par semaine, par exemple, et faire une vidéo YouTube sur ce sujet-là, et en extraire ouais, soit directement à partir de la vidéo, ou soit juste prendre des concepts intéressants de la vidéo et écrire un script pour TikTok. Donc ouais, c'est des choses que je fais. J'ai déjà aussi simplement juste pris un passage de vidéo YouTube et l'a reposté sur TikTok, et parfois ça marche très bien aussi. Ok. Donc tout peut marcher en fait. Ok. Et on parlait d'outils, de nouvelles manières d'utiliser les réseaux sociaux. J'imagine que tu as entendu parler de ChatGPT. Mm. En tant que créateur de contenu, c'est quoi... Alors, j'ai envie de te dire, c'est quoi ton avis déjà sur la chose? Et finalement, puisque tu ne diras pas si c'est positif ou négatif, comment est-ce que tu l'utiliserais toi en tant que créateur de contenu? Mm. Il y a, on m'a convaincu. On m'a convaincu de Ah, prendre GPT-4. ah, Ouais. Franchement, je suis assez impressionné parce que c'est puissant. Euh, j'ai déjà essayé de créer du contenu avec, donc je lui dis de me créer une vidéo, mais c'est pas, ça marche pas vraiment comme ça. Tu peux pas juste lui dire de créer une vidéo pour toi, d'écrire un script et c'est bon, ton script est prêt. ouais. Euh, pour moi, il joue plus le rôle d'un assistant, ouais. D'un assistant ou de une méthode de brainstorming en fait. C'est comme si tu pouvais brainstormer tout seul avec ChatGPT.
Mm. pour créer des idées, pour créer des concepts, des trucs. Donc cet aspect-là, il est trop cool, ça fait gagner beaucoup de temps, je pense. Ça peut aussi être une aide pour l'écriture de la vidéo, évidemment. Mais par contre, il va toujours falloir changer des choses parce que il reste quand même un aspect robotique, quoi, Mm. dans la façon dont il écrit. Après, oui, tu peux le guider et tout pour qu'il parle de plus en plus comme toi. Je pense que ce sera, en tout cas, moi, ça me convient pas à 100%, quoi. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu l'utilises du coup pour créer ton contenu? Est-ce qu'il t'aide dans les idées de vidéos? Est-ce que c'est plus au niveau du script? Ça peut m'aider pour tous les aspects. Ouais, que ce soit pour les sujets, pour les titres, pour l'accroche. Quand je bloque sur un truc, Ouais. je demande à ChatGPT, il me Mm. donne plusieurs options, et je me dis, ah putain, celle-là, elle est bien, je vais la prendre. Mm. Et je la prends et je l'ajoute à mon script. Ça peut par exemple être ça. Ou alors j'ai pas d'idée, et donc je demande à ChatGPT, donne-moi des idées sur ce sujet. Sur les 10 qu'il me donne, il y en a 8 qui sont nuls, et il y en a 2 qui sont super. Ok, ouais, je suis assez d'accord. Moi aussi, je l'utilise dès que je bug un petit peu ou tu vois, je me sens bloquée. J'ai une Mm. idée de poste, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à développer l'idée. Je demande à ChatGPT et effectivement, alors le contenu est pas parfait, mais en tout cas, il me permet de me débloquer sur certains aspects Ouais. et donc après de rajouter ma patte. On a parlé de ChatGPT. Toi, aujourd'hui, euh, pour quelqu'un qui a une communauté aussi importante sur tout réseau confondu, c'est quoi ta stack d'outils? Tu utilises quoi comme outil au quotidien? Euh, pour la création de contenu, Ouais. les logiciels de montage, donc bon, du coup, c'est plus moi qui les fait les montages, mais pour le montage, DaVinci Resolve sur PC ou Mac, c'est le meilleur logiciel gratuit selon moi Ok. pour le montage. Sinon, sur téléphone, bah, tu as CapCut, c'est Ouais. un peu le plus connu. Pareil pour les sous-titres, CapCut ou tu as Caption, mais j'utilise CapCut moi. Mais j'ai Ok. entendu dire que Caption c'était bien aussi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Hum, Juste pour la création de contenu? Ouais. Mais tu vois, par exemple, où est-ce que tu notes toutes tes idées, tes Ah scripts? oui, Moi, par exemple, Notion. Notion, moi Ouais, aussi. ouais, c'est trop bien Notion. J'avoue, c'est Mais moi, je me puissant. suis carrément créé un truc que j'appelle le centre de commande. Et en fait, dedans, j'ai plusieurs fenêtres, plusieurs onglets qui redirigent vers soit les sujets de vidéo, soit l'endroit où j'écris les vidéos, soit mon personal branding, donc les trucs sur mon avatar, enfin, toutes les informations, tout ce qui est lié à ma création de contenu, c'est stocké dans Notion, quoi. Donc, c'est ton endroit, c'est ton C'est mon- studio créatif. c'est ça, c'est mon deuxième cerveau. Magnifique. Euh, si demain tu perdais toute ta communauté et tu devais recommencer de zéro, tu ferais quoi? Je ferai des vidéos courtes, je ferai des vidéos courtes, des sujets larges. Bien sûr, il faut que ça corresponde à ma niche, évidemment. Euh, pour moi, il faut que ça corresponde à ma niche. Donc, si j'ai un produit à vendre par la suite, évidemment. Mais il faut que ça reste large, il faut que ça reste. Comment je pourrais le dire? Si une personne random le regarde, il faut que ça puisse l'intéresser. Hmm. Il faut construire la vidéo de façon à ce que ça soit intéressant pour un public large, parce que c'est comme ça que ça va faire des vues, c'est comme ça que tu vas générer des abonnements, commencer à construire une communauté. Et tu fais ça pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, tu as un certain nombre d'abonnés et tu Mhm. peux commencer à ajouter de l'authenticité, de l'autorité dans ton contenu. Et ensuite, tu peux, je sais pas, lancer un produit, une formation, du coaching. Peut-être commencer par du coaching. Moi, je commencerai peut-être par du coaching, ouais. C'est comme ça que j'ai Pourquoi? commencé. Parce que ça permet de mieux connaître les problèmes des gens. Ça permet de savoir si tu es capable de les aider. Moi, par exemple, j'ai commencé par faire du coaching gratuit, juste parce que je me sentais pas légitime et je me demandais si j'étais capable d'aider les gens. Du coup, j'ai fait Mhm. gratuitement pendant une petite période. Et parmi les gens que j'ai pris en coaching gratuitement, bah, en fait, il y en a qui m'ont dit, mais je veux travailler avec toi sur du long terme, en fait. Je te paye Mhm. et on fait ça. Après, je dis, ah ouais. Et je dis, bon, bah, d'accord, Let's go. let's go. Et c'est comme ça que j'ai fait les premiers coachings, ouais. Ah, je trouve Donc, que ouais, c'est une bonne c'est une manière bonne, de commencer, carrément. ouais. Et Mm. c'est vrai qu'il y a cet aspect un petit peu plus personnel et où en fait tu deals en direct avec bah, ton futur client. Donc ça te permet d'avoir une vision plus établie et peut-être un peu de la même manière que ce que tu disais, tu sais, quand tu Mm. crées tes formations, d'avoir des aspects auxquels toi, tu n'aurais pas forcément pensé si tu avais été complètement dans ton coin. Mm. Carrément.
Ok, est-ce que tu vois d'autres aspects? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aimerais nous partager? Moi, de mon côté, j'ai fait. Je pense que tu as répondu à toutes les interrogations que je me posais. Mais peut-être que j'ai oublié quelque chose. Autre chose importante, je saurais pas dire. C'est vrai que j'ai rien qui me vient là. Ok. Non, mais je pense que c'est un épisode qui est bien complet. Je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà. Ouais. Ouais. Pff, ouais, il faudrait quand même que je trouve un truc pour la fin, j'imagine. Bah, as you want, hein. De toute façon, j'ai une dernière question. Ah, cool. Une toute Ça m'aide. dernière. Mm. Qui est si tu pouvais inviter quelqu'un justement sur ce podcast pour parler création de communauté, t'inviterais qui? Euh, pour parler de création de contenu, Ouais, création de création de communauté, communauté. en France, Ouais, plutôt. moi j'aime bien Antoine BM, ce qu'il fait. Je trouve qu'il est très bon là-dedans. Et lui, ça fait 10 ans en plus, hein. Ouais. Tu sais, je trouve que ce qui est dur aussi parfois en tant que créateur de contenu, c'est que c'est bien, tu t'inspires des meilleurs, etc. Ça te motive. Mais il y a cet aspect où parfois tu te dis, waouh, genre, ils sont tellement à des années-lumière par rapport à Mm. moi. Et c'est vrai que, en fait, nos avis sont toujours un peu biaisés parce que t'as pas tous les éléments, tu connais pas toute l'histoire. Et puis après, de toute façon, chacun a son histoire, chacun fait son chemin. Mais c'est vrai que je me dis, bah, en fait, Antoine, ça fait 10 ans qu'il crée du contenu, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos Ouais, et c'est normal en fait qu'elle soit aussi quali maintenant parce qu'il a tellement d'expérience. carrément. Ok, donc Antoine BM, eh ben écoute, j'essaierai de l'inviter sur ce podcast. Vas-y, donc s'il vient à ton podcast, je saurais que c'est à cause de moi. À cause? Pourquoi à cause? Enfin, Grâce. grâce à moi. Attention aux termes qu'on utilise, hein. Vas-y, ouais. Non, cool. Ok. Franchement, j'aimerais bien voir ça. Bah écoute, je vais tenter, hein. De toute façon, Mm. qui ne tente rien n'a rien. Donc C'est clair. je te tiendrai au courant et j'hésiterai pas à lui dire qu'il est invité grâce à toi. Ok, alors. Bah écoute Marc, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je pense que l'épisode est ultra complet. J'espère que voilà, tu auras appris plein de choses à beaucoup de personnes, que tu auras motivé des gens à se lancer dans la création de contenu, à aider certains qui se sentaient peut-être un peu bloqués. Et bah, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoute, Mental Boost sur TikTok, sur YouTube c'est pareil, et sur Instagram c'est Marc-du-bas Mental Boost. Donc bah merci pour l'invitation, c'était cool. J'ai bien aimé faire ce podcast. J'aime bien parler de ces sujets-là de toute façon. Donc bah c'était top quoi. Bah, Merci. merci à toi. Salut! Salut.